Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un dossier assez fascinant de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Ça concerne le budget 2026 de la ville de Montréal. Mais pas tout le budget. On se concentre sur un point très précis. Exactement. On parle d'une injection de plus de 120 millions de dollars, ciblée sur 4 arrondissements du Sud-Ouest. La Chine, La Salle, Verdun et le Sud-Ouest. Tous voisins, tous le long du fleuve. Et notre but, c'est de comprendre la stratégie derrière ces chiffres. Les sources suggèrent que ce n'est pas juste une série de projets séparés. Il y aurait une vision d'ensemble. Une sorte de fil conducteur qui relie tout. C'est ça. L'idée d'une trame verte le long du fleuve. On va voir si on peut assembler les morceaux du puzzle. C'est la bonne approche, parce que c'est vraiment un grand plan de rééquilibrage. Dans le fond, la ville se prépare à une véritable explosion de croissance dans ce secteur. Mais comment elle s'y prend ? Ces 120 millions sont investis sur 3 axes qui fonctionnent ensemble. D'abord, la résilience face au climat. On protège les berges, on gère l'eau. D'accord. Ensuite, on soutient la densification. On prépare le terrain, littéralement, pour que plus de gens puissent y vivre. Et le troisième ? La qualité de vie. On veut s'assurer que cette densité soit agréable. Fait que ça prend des parcs, des services, des loisirs. C'est un plan en 3 volets, vraiment. Parfait. Alors, allons-y pièce par pièce. On commence par le plus gros morceau. La Chine. 38,5 millions de dollars. Oui, et tout tourne autour de l'écoquartier La Chine-Est. Les documents parlent d'un chantier du siècle. On n'est pas juste dans la rénovation, là. On crée un quartier de A à Z. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que presque tout l'investissement, au début, sera invisible. Sur les 38,5 millions, il y en a 32 qui vont sous terre. Sous terre, oui. Oui. Aqueducs, égouts, bassins de rétention d'eau. On parle de kilomètres de tuyaux. C'est le squelette du quartier. Sans ça, les 4000 logements prévus, c'est juste une idée sur papier. C'est la base pour que les promoteurs puissent ensuite construire. Exactement. Aucun promoteur ne peut se lancer sans ça. C'est là que j'ai vu un chiffre qui m'a vraiment fait sursauter. Les sources estiment que ces 32 millions d'argent public vont agir comme un levier pour débloquer 2,4 milliards de dollars d'investissement privé. Sur 10 ans, oui. C'est un ratio de 1 pour 75. Est-ce que c'est réaliste, un chiffre pareil ? C'est ambitieux. Mais c'est le principe de ces projets. La ville prend le risque et les coûts des infrastructures de base, ce qui n'est pas rentable pour un acteur privé. Une fois que le terrain est branché, et si on veut. Voilà. Une fois que le terrain est viabilisé, le risque pour les promoteurs chute drastiquement. Ils peuvent arriver et se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, bâtir. Mais la ville ne leur signe pas un chèque en blanc, j'imagine. Pas du tout. Et c'est un point crucial. Il y a des conditions très strictes, surtout sur le plan social. C'est-à-dire ? Les documents sont clairs. Sur les 4000 futures unités de logement, 1200 doivent être du logement social et abordable. C'est une exigence. Donc ce n'est pas une suggestion. Non, c'est inscrit dans le plan d'urbanisme. C'est une réponse directe à la crise du logement, intégrée dès le départ, au lieu d'essayer de corriger le tir plus tard. On force une mixité sociale dès la conception. C'est ça, pour s'assurer que ce nouveau quartier ne devienne pas juste une enclave pour les plus riches. D'accord. Donc la Chine, c'est le moteur de la croissance. Le grand projet qui crée la densité. Maintenant, si on se déplace un peu vers l'est, on arrive à La Salle. Et là, la stratégie change complètement. Oui, on a presque l'impression que c'est l'inverse. La Salle reçoit 24,2 millions, mais pas pour construire du neuf. C'est pour protéger et améliorer ce qui est déjà là. Les sources parlent d'une stratégie défensive. Au bon sens du terme, oui. La Salle voit l'hyper-développement arriver à côté, à la Chine, à Griffintown, et l'arrondissement investi pour renforcer sa propre identité. Qui est plus axée sur la famille, les espaces verts. Précisément. Le but, c'est de s'assurer que les familles continuent de choisir la Salle, de retenir les gens. Et la plus grosse dépense, 15 millions, c'est pour le centre sportif Jacques Lemaire. J'ai noté un détail technique dans le dossier sur la conversion des systèmes de réfrigération au CO2. Ça semble anodin, mais... Oh, mais c'est très significatif. C'est un exemple parfait de la transition écologique en action. Les vieux systèmes dans les arénas utilisaient des gaz fluorés. Les F-gaz. Oui, qui sont des milliers de fois pires pour le climat que le CO2. C'est un changement qui coûte cher, mais qui montre que la ville applique ses grands objectifs climatiques jusqu'au niveau de l'aréna du coin. C'est là que ça devient réel, là. Et il y a aussi l'investissement direct dans la nature. 4 millions pour stabiliser les berges du parc des Rapides. Oui, et pour justifier ça, la SONS donne un chiffre assez incroyable. Lequel ? Le parc des Rapides et son voisin, le parc en Grignon, accueillent ensemble plus de 2,1 millions de visiteurs par année. 2 millions.
C'est une fréquentation de parc national. Ça met le 4 millions en perspective, non? Ce n'est pas un petit parc de quartier, c'est une destination majeure. Avec une telle pression et l'érosion naturelle, il faut intervenir pour ne pas le perdre. Ce qui nous amène au projet pilote que les documents mettent en avant. Le fameux corridor de biodiversité. Ça sonne bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? On plante quelques arbres entre le parc Engrignon et le fleuve? C'est un peu plus stratégique que ça. L'idée, c'est de recréer un lien écologique qui a été brisé par l'industrie. On prend 1,2 million pour verdir un couloir, reconnecter des habitats, mais surtout pour combattre les îlots de chaleur. Dans un secteur qui est en pleine transformation? Exactement. On peut voir ça comme une forme de guérison urbaine. On répare les cicatrices du passé industriel en préparant un avenir plus vert. Ok. Donc on a la création à la Chine, la consolidation à la Salle. Prochain arrêt? Verdun, un arrondissement déjà très populaire, avec sa rue Wellington. Et là, on investit 29 millions. Le mot d'ordre, c'est la durabilité et l'innovation. C'est là que j'ai vu le concept de rue éponge. J'avoue que ça m'a intriguée. Qu'est-ce que c'est en réalité? L'image est bonne, mais c'est plus scientifique. C'est une des stratégies les plus importantes pour s'adapter au changement climatique. On y met 8 millions. Et comment ça marche? L'idée, c'est de remplacer l'asphalte par des revêtements perméables, d'intégrer des jardins de pluie. Quand il y a une pluie torrentielle, au lieu que tout parte dans les égouts et cause des inondations, La rue elle-même absorbe l'eau. Voilà. Elle l'absorbe, la filtre et la relâche tranquillement. On travaille avec le cycle de l'eau, pas contre lui. c'est brillant. Et en même temps, ils finissent les aménagements du parc Arthur Terrien. J'ai lu quelque chose sur une plage urbaine. Oui, des zones de détente près de l'eau. Tout tourne autour de la vie de quartier et de l'accès au fleuve. Et c'est là qu'un autre petit projet devient important. Le budget participatif, un demi-million de dollars? Oui, ça peut sembler petit, mais selon les sources, c'est fondamental pour que les citoyens s'approprient les projets. Ça leur permet de proposer et de voter pour des micro-améliorations. Une fontaine, un jardin communautaire. Ça crée un sentiment d'appartenance. Tout à fait. Et tout ça a un impact économique très direct. On revient à la rue Wellington. Le dossier note que son taux de commerce vide est sous les 3%, un record à Montréal. C'est directement lié. La vitalité de l'artère commerciale dépend de la qualité des espaces publics autour. Un parc attirant, une plage urbaine, ça devient une destination et les commerces en profitent. C'est un écosystème. D'accord. Notre dernier arrêt, Bleu Sud-Ouest. Si Verdun innove, ici, le mot qui ressort, c'est rattrapage. C'est exactement ça. Il y a un sentiment d'urgence. Le chiffre clé, c'est celui de Griffintown. La population a quintuplé en 15 ans. Quintuplé. C'est une croissance de villes champignons. Les tours de condos ont poussé à une vitesse folle, mais les parcs, les écoles, les centres communautaires n'ont pas suivi. Et le budget de 31 millions est là pour corriger ça. Oui, et la pièce maîtresse, c'est le parc Marie-Griffin, un projet de 18 millions. Les documents disent que c'est le projet le plus attendu des résidents. Mais imaginez, quand on vit dans un 700 pieds carrés au 25e étage, un parc, ça devient l'extension de son salon. C'est une nécessité vitale. Mais le rattrapage ne touche pas que Griffintown. J'ai vu 7 millions pour rénover des bâtiments communautaires à Saint-Henri, le quartier historique. Et ça, c'est une démarche très consciente, très importante. C'est-à-dire, C'est une stratégie pour contrer les effets négatifs de la gentrification. En rénovant ces lieux, on s'assure que les organismes d'aide alimentaire, d'aide aux devoirs, bref, que le tissu social du quartier ne soit pas chassé par la hausse des loyers. On protège l'infrastructure sociale. les investissements sont aussi très pragmatiques. J'ai noté le financement de 2 nouvelles traverses pour cyclistes. La raison est simple. En été, il y a 5000 cyclistes par jour sur la piste du canal de la Chine. Ce n'est plus un loisir, c'est du transport en commun. Il y a aussi cet outil dont on parle de plus en plus, le droit de préemption. L'arrondissement y consacre 4 millions. Comment ça fonctionne déjà? C'est une arme stratégique. Quand un terrain est mis en vente, la ville a le droit de l'acheter en priorité, au prix du marché. Ça lui permet de sortir des terrains de la spéculation pure. Et avec 4 millions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent acheter un ou deux lots clés et garantir qu'ils serviront à construire des coopératives d'habitation ou du logement social, plutôt qu'un autre projet de condo de luxe. D'accord. On a fait le tour. 4 arrondissements, 4 stratégies. Maintenant, si on prend de la hauteur, est-ce que cette fameuse trame verte apparaît vraiment? Elle apparaît de façon éclatante. Quand on met tous ces projets sur une carte, ce n'est plus une coïncidence. Le nouvel accès à l'eau à la Chine, les berges protégées à la Salle, la plage de Verdun, le grand parc de Griffintown. Tout ça se connecte.
Oui, les sources décrivent la création d'un parc linéaire quasi ininterrompu de plus de 15 km le long du Saint-Laurent. C'est ça la grande vision. Chaque arrondissement ajoute une pièce au puzzle. Et les documents qui s'appuient sur des survols de drones montrent un autre impact visible du ciel. Lequel? Les politiques publiques, comme l'exigence d'avoir des toitures blanches ou végétalisées, deviennent la norme sur les nouveaux édifices. Et c'est là qu'on voit que la stratégie fonctionne à toutes les échelles. Les règlements d'urbanisme changent les pratiques des constructeurs. Et c'est là que tout se rejoint. C'est un modèle intégré. Tout à fait. La Chinest fournit la densité et l'assiette fiscale de demain. Et les investissements dans les 3 autres arrondissements créent les parcs et les poumons verts qui rendent cette nouvelle densité non seulement tolérable, mais désirable. L'un ne va pas sans les autres. En résumé, ce n'est pas qu'une liste de dépenses. C'est un plan mûrement réfléchi pour gérer la croissance. Un mélange de préparation à long terme, d'amélioration du quotidien et de réponse à des crises urgentes comme le logement. Oui, c'est une tentative de piloter la croissance de manière holistique. C'est la reconnaissance que le développement immobilier privé doit être accompagné et même précédé par des investissements publics dans les infrastructures sociales et vertes. La valeur d'une ville, ce n'est pas juste le nombre de portes. Non, c'est la qualité des espaces communs qui les relient. Pour finir, ça me laisse avec une question que les sources soulèvent en filigrane. On voit que ces 120 millions d'argent public sont la clé pour débloquer des milliards en privé. Ça crée ce corridor vert exceptionnel de 15 km qui va inévitablement faire grimper la valeur de tout le secteur. Inévitablement. La question est donc la suivante. Quelle stratégie faudra-t-il mettre en place pour s'assurer que les bénéfices et la plus-value de ce front de fleuve revitalisé soient partagés par toute la collectivité sur le long terme et ne se transforment pas seulement en profit pour les premiers promoteurs et propriétaires? C'est le prochain grand défi.